Elle est à la fois docteur en médecine, ancienne anesthésiste réanimateur. Elle a travaillé à l'agence de biomédecine, elle a travaillé en éthique et elle est docteur en philosophie. Donc maintenant, Elisabeth, si tu peux nous rejoindre. Je voulais déjà et avant tout remercier tous les intervenants pour tout ce qu'ils nous ont apporté, et puis aussi les organisateurs qui ont réussi à gérer ce joli petit congrès. Je voudrais aussi m'excuser pour tout ce que je pourrais pas dire dans cette synthèse, que j'avais prévue peut-être un petit peu plus longue, mais l'heure tourne et voilà, et on est tous fatigués. Alors on a vu que les comportements différaient selon les pays et selon les cultures. Je voudrais juste revenir rapidement sur les définitions. Le stigmate, c'est quelque chose qui est très très vieux, ça commence dans la Grèce antique. C'est quelque chose qui est une marque indélébile faite dans la chair des hommes, en lien avec un État qui va être jugé honteux, essentiellement les esclaves ou les prisonniers de guerre. Bien sûr, on connaît tous les stigmates apparus avec le christianisme, on n'en parlera pas. Et puis, au XIXe siècle, et même un petit peu avant probablement, en médecine, on voit apparaître le stigmate comme le signe d'un désordre, le signe d'une maladie, mais lié toujours à un comportement moralement réprouvé. À tel point qu'on a vu se développer au XIXe siècle cette science imbécile, la phrénologie. Je me lâche sur l'imbécilité parce qu'aujourd'hui, il y a des tentatives de résurrection de la phrénologie. Vous savez, c'est oh bah celui-là, il a une tête d'assassin. Voilà. Quant à l'autostigmatisation, bah elle, c'est un concept beaucoup plus récent et qui appartient à la fin du XXe et notamment au XXIe siècle. Alors, si l'homme est bien un animal politique, au sens où c'est une structure qui appartient à la cité, ce qu'aujourd'hui on pourrait entendre comme société, on voit que la stigmatisation, elle va se fonder sur n'importe quelle différence de couleur de peau, de religion, de comportement, d'âge, d'aspect. C'est un héritage qui est lourd et qui persiste dans nos représentations sociales. Et je crois qu'identifier cet héritage est une étape nécessaire dans la voie de la déstigmatisation. L'animal politique que nous sommes tous est un citoyen avec une santé mentale comme une santé physique. Une santé qui préoccupe l'OMS, qui a mis en place des programmes successifs, et à l'échelle de l'Europe, c'est le programme européen pour la santé mentale. À l'échelle de la France, ce sont les conseils locaux de santé mentale dans lesquels figurent les usagers. Et ça, c'est un bon pas en avant. Alors, sans parodier Bergson, je poserai la question: quelles sont les deux sources de la stigmatisation? Eh bien, tout d'abord, le regard propre de l'individu bipolaire qui, exclu du monde des autres, va à son tour s'exclure, et puis le regard de la société qui va exclure l'autre, le différent, dans un processus de dévalorisation qui vise à discréditer un individu aux yeux des autres, en lui faisant porter bien souvent les désordres, les malheurs du groupe, le groupe des autres qui va se souder autour de cette discrimination, qui va se souder autour de violences envers celui qui est différent, comme le montre magistralement le philosophe René Girard. Mais nous sommes tous membres de cette société, et comme l'écrit Heidegger, quand on dit « on pense que », c'est dire aussi « je pense que ». Alors ayons le courage d'exercer notre esprit critique et de nous démarquer. La société, elle nous bombarde d'injonctions normatives, de stéréotypies, d'actions qu'il est convenable de faire. Le regard social fixe des normes qui doivent être suivies, et une évaluation sociale des écarts d'un groupe de personnes ou d'un seul individu est rapportée comme inacceptable au mieux ou répréhensible au pire, dans un processus d'étiquetage enfermant. Ces représentations sociales, ces idées reçues, elles vont conditionner nos comportements et nos paroles dès la petite école. Être différent, vivre autrement, génère un regard réprobateur qui demande correction. Et voici les poncifs sociaux que nous traînons. Notre société diffère de la place à la science, mais elle n'en rapporte pas les incertitudes, les évolutions,
les vérités d'aujourd'hui qui tomberont demain, les maladies incurables hier, bien traitées aujourd'hui et sûrement encore mieux demain. Dans cette évolution des sciences, la génétique a sa place, mais rien que sa place. Les parents ne manqueront pas de penser que tel trouble chez leurs enfants ou chez leur enfant est de leur faute et s'inscrit dans une histoire familiale, souvent douloureuse. Culpabilité qui soudera le cercle de famille, tandis que les voisins penseront ou diront qu'ils ont toujours trouvé ces gens-là bizarres et se garderont bien de les fréquenter. Quelle place la société donne-t-elle à la maladie du corps et ou de l'esprit? Elle l'enferme dans des classifications, peut-être pour se rassurer. Elle l'enferme dans des structures dites de soins. Elle oppose à la représentation de la maladie vécue par le malade et son entourage une idée de maladie dans laquelle l'imaginaire a toute sa place. Le schizophrène est un assassin, le déprimé n'a qu'à se secouer. Il existe un imaginaire collectif de la santé mentale qui classe ceux en bonne santé mentale et ceux pour qui elle est jugée défaillante, c'est un jugement, oubliant que la santé mentale de tous est un équilibre précaire qui fluctue tout au long de la vie et des obstacles rencontrés, que l'installation des troubles est insidieuse. Il existe aussi un vécu et un imaginaire personnel du patient et de ses proches. Quelle place tiennent dans le système éducatif familial l'école et quelle place tiennent, le système éducatif familial, l'école et aujourd'hui les trop fameux réseaux sociaux. On a entendu avec bonheur l'inventivité du Québec, les stratégies scolaires proposées pour développer les compétences socio-émotionnelles par le programme hors piste qui englobe enfants, parents, équipes scolaires sous l'égide de la bienveillance. Les médias ne sont pas en reste dans l'image véhiculée de la sphère psychiatrique. Malades, médecins, soignants, voilà, tout, c'est ce que je nomme la sphère psychiatrique. Le cinéma, les séries télévisées maintenant, mettent en scène, entre guillemets, la maladie mentale et les soignants, les familles, parfois pour le pire, mais aussi pour le meilleur. En débattre en famille, dans les structures éducatives, c'est mettre en mots le ressenti, le vécu de telle ou telle situation, et alors la déstigmatisation fera son œuvre. Il n'y aura plus de malades mentales bourreaux, de patients victimes, il y aura des personnes qui rapporteront l'expérience de leur maladie, de leur souffrance, et qui participeront au schéma thérapeutique. Certains médias d'information se saisissent du moindre événement, dans l'immédiateté de la réaction émotionnelle. Tel crime semble être ici l'œuvre d'un déséquilibré. Et qu'importe si aucune preuve n'existe, on démentira plus tard, trop tard pour effacer ce qui a été entendu. D'autres médias préfèrent attendre, vérifier des faits, n'affirmer que ce qui est certain, user de raison, prendre du temps. Ces derniers peuvent être nos alliés dans la déconstruction de ces stéréotypes. Les individus sont liés par des valeurs communes sous l'égide de la justice. Et comme on n'est pas parfait, eh bien, il y a des lois. Et dans ces lois s'inscrit le citoyen. Rien ne doit pouvoir obscurcir cette citoyenneté, et surtout pas la maladie. La conduite que doit adopter la personne dans la société, on l'a vu, c'est défini par le groupe dominant. Et ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se plier à ces règles de conduite, ils se retrouvent exclus, discriminés, montrés du doigt. L'autre, différent, fait peur. Sa conduite qui n'entre pas dans la norme est inquiétante, étrange. Les processus d'exclusion sociale trouvent ici leur source, discrimination à l'embauche, au logement. Et cette discrimination aggrave l'exclusion et risque de faire fonctionner en société fermée toutes ces personnes aux mêmes problématiques. L'être de langage va communiquer au sens où il va être entendu et aucune parole ne devrait être discréditée. Il doit pouvoir choisir de dire ou de taire. Il va pouvoir choisir ce qu'il dit et comment il le dit
et non se taire par crainte des conséquences de ce qu'il va dire. Globalement, dans notre société, la communication est binaire. On oppose le vrai, le faux, le pour, le contre, le malade, le bien portant. Mais nous avons aussi tendance à croire que ce qui n'est pas mis en mots ou en images n'existe pas. Si la souffrance est cachée et tue, il devient simple de croire qu'il n'y a pas de souffrance. Alors former, communiquer avec justesse et finesse, entendre les remarques faites, construire ensemble un nouveau regard sur l'autre différent et pourtant si proche, c'est créer une nouvelle piste de déstigmatisation. L'individu doit aussi être pensé au sein d'une famille de proches, qu'il ait avec eux des liens étroits, voire inexistants, des liens variables dans le temps, des liens de parenté, de mariage, de fraternité. Ces proches sont au premier plan, ils souffrent. Ils peuvent être le premier maillon dans la prise de conscience dans la maladie et dans sa thérapeutique. On a même vu que les proches pouvaient souhaiter la mort du patient. Je dirais simplement que chacun réagit avec ses ressources psychiques, mais que tout va mieux quand il y a de l'amour, comme l'a dit Pierre. La médecine a longtemps fait disparaître le patient derrière la maladie. Elle a longtemps renvoyé la maladie psychique à l'essence de l'être, ouvrant ainsi la voie à cette stigmatisation dont on a bien l'impression qu'on a du mal à se séparer. Ainsi traité, le patient va s'approprier comme normal les conduites et les attitudes négatives de la société. Chute de l'estime de soi, honte, isolement, culpabilité, repli sur soi. Il devient normal, entre guillemets, de ne pas trouver de travail, de logement, de ne pas avoir d'amis, de loisirs. Les prises médicamenteuses elles-mêmes vont aggraver la situation par l'image qu'elles véhiculent, ne serait-ce que par leur nom et puis par leurs effets secondaires. Le comportement des soignants, quant à lui, il est encore trop souvent dans une relation de pouvoir. Alors, pathologie de l'âme, c'est la psyché grecque, et stigmatisation s'articule dans un système de double peine. La stigmatisation aggrave la maladie, qui à son tour aggrave la stigmatisation. L'exclusion agit de même. L'intrication de ces phénomènes est difficile à évaluer, mais on a vu que là encore, il y avait des pistes de recherche qui étaient en train de s'ouvrir. Des réactions sont possibles. Le stigmatisé peut devenir stigmatisant dans un processus de discrimination-exclusion en chaîne. Il peut aussi, et c'est peut-être nouveau, mettre sa différence en avant comme quelque chose qui le met au-dessus des autres, qui devient en quelque sorte sa carte d'identité. Ça, c'est ce que j'entends à l'association Alma. Déstigmatiser. Ici, des solutions sont déjà en place. Des propositions de thérapeutique individuelle, des propositions de groupes de parole, tout un arsenal psychologique et thérapeutique dans lequel chacun trouvera sa place, à condition de trouver des thérapeutes compétents et de pouvoir les financer. Le remboursement des psychologues est peut-être là aussi un pas en avant. Le patient a un souvoir expérientiel, tout comme sa famille. Des structures innovantes de soignants se mettent en place pour les aider, comme ces médiateurs de santé pairs. Tous nous apportent un grand espoir. Alors, casser la stigmatisation, c'est être ensemble, mais avec les autres, pour être plus fort et entendu. C'est mettre fin à un phénomène d'étiquetage qui génère banalisation de la violence, micro-agression quotidienne. Savoir tendre la main, accepter la main tendue, oser dire et oser montrer, s'attaquer aux croyances toutes faites, innover, sortir des poncifs et des sentiers battus. Alors travaillons avec courage et détermination, patients, familles, proches, soignants, tous ensemble, pour ouvrir le champ de tous les possibles. Voilà ce que moi j'ai entendu pendant ces 2 matinées. Je vous remercie.